CIFM 93.1, au cœur des grands événements. Madame, Monsieur, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin. Taxi Presse de ce lundi, c'est avec Gérard Ouessant, le patron du groupe de presse SICA, et Abbas Issaka, le patron de l'hebdomadaire Le Magna Libéré. Ensemble, nous allons parcourir les grands sujets de l'actualité. On parlera politique avec la coalition de 14 qui semble remobiliser les troupes pour de nouvelles manifestations de rue. Le week-end dernier, la coalition a organisé des meetings synchronisés à Avenou, à Gouenivé également, et Baguida. On va y revenir à relever beaucoup plus la sortie des crises politiques jusqu'à ce matin. Aucune lueur d'espoir. On va en parler. Nous commençons avec le quotidien Forum de la semaine, Forum qui est dans les kiosques ce matin. Investigation sur l'affaire Degli Baka. Encore un coup monté de toutes pièces contre l'avocat Jean Degli. C'est une interrogation du confrère Forum de la semaine. Vous lirez l'article sur 4 pages. Pages 2, 3, 4 et 6. Économie, fin de la mission de la société Bloomberg New Energy Finance dans le cadre de la réalisation de l'étude Climatescope 2018. Vous lirez l'article dans le journal. Mondial 2018, Canal Plus baisse ses tarifs et dévoile le traitement de l'événement sur ses antennes. L'article est à lire à ce sujet. Et puis, selon le Conseil des ministres, il faut que la part des énergies renouvelables soit portée à 50% dans le mix énergétique national à l'horizon 2030. L'article est à lire dans le journal Le Quotidien. Forum de la semaine. Le quotidien Liberté qui parle de la préfecture du Golfe. Un proche du président de la délégation spéciale en prison pour faux et usage de faux. Le scandale de trop, c'est une interrogation du confrère, vous lirez l'article dans le journal. Résolution de la crise politique, la feuille de route idoine et le devoir de la CEDEAO envers le peuple togolais. Le confrère évoque le sujet et parle aussi de meeting de l'opposition à Avenou, à Gouenivé et Baguida. La coalition remobilise avant les ultimes manifestations populaires. On parle aussi de la convention de l'ANC. Jean-Pierre Fabre, à cette convention, dit, je cite, « Nous ne devons pas nous tromper de cible. Le régime RPT UNIR est notre seul et unique adversaire politique. » On lira, n'est-ce pas, la réaction de Jean-Pierre Fabre dans le journal Liberté. Voilà. Il y a aussi un autre sujet lié donc au projet de loi de finances rectificative. Les arguments du gouvernement peinent à convaincre, analyse le journal Liberté. L'autre quotidien, Togo Matin, parle aussi de l'économie. Avec la rectification budgétaire, le gouvernement augmente la part des investissements privés. Et l'article est à lire dans le journal à la page 5. Politique avec la question de l'alternance de la démocratie. Le Togo malade de ses opposants, c'est une interrogation du journal. Et puis, en prélude aux prochains scrutins électoraux, le Parti UNIR installe 5 instances de Legbasito et d'Agouenivé. Et puis, un dossier sur la fête des mères. Mères, mieux comprendre pour mieux célébrer. C'est ce que le confrère nous propose aux pages 6 et 7. Et puis, deuxième édition, Africa Communication Week. Les professionnels de la communication veulent changer la perception de l'Afrique. Vous lirez l'article dans le quotidien Togo Matin. Il y a le billet hebdomadaire, voilà, le correcteur. School assure ou le gaspillage sur fond d'arnaque institutionnalisé. 3,5 milliards du contribuable en l'air, écrit le journal. Grand meeting synchronisé de la coalition de l'opposition, Baguida, Avenou, Agouezongo, debout. En attendant la rue, écrit le journal. Le confrère qui parle également des dérives au-delà des frontières. Après plus de 100 détenus politiques au Togo, Fort s'en prend à la diaspora. Comment le fait-il?
C'est ce que le confrère nous propose à la page 4. Et puis interdiction de manifestation, démobilisation, intoxication. Payadoa Boukwesi, nouveau directeur du CEG à Vénou. C'est une interrogation du journal. Le confrère qui parle également de la défécation et jet d'ordures tous azimuts, de la nécessité de décourager les actes inciviques autour du 4e lac de Zoroba. L'article, c'est dans le billet hebdomadaire Le Collecteur. L'autre billet hebdomadaire, Le Libéral, le confrère parle de la CPUE avec la 107e session du Conseil des ministres ACP qui s'ouvre à Lomé, véritablement demain. Vous lirez l'article à la page 3 du journal. Un meeting politique, la coalition de 14 peine à remobiliser ses militants, analyse le journal Le Libéral. Le confrère qui parle également de l'Office togolais des recettes, l'OTR. Le recensement foncier, on va dire, démarre ce matin dans la division de Lomé. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, Muita, la réunion ministérielle prend fin ce lundi. C'est à lire la page 7 du journal. Il y a l'hebdomadaire Nouvelle Opinion qui parle de l'opposition togolaise qui est à la croisée des chemins entre aller aux élections ou non. Le choix de mettre à Pévon est clair, le confrère en parle. Le journal revient également sur la session du Conseil des ministres de ACP-UE. Faure Gnassingbé appelle à un grand rôle politique du groupe ACP pour le prochain accord avec l'Union européenne. Crise politique encore avec la sortie de crise, beaucoup plus de la demande du départ de Faure Gnassingbé à la revendication des réformes. Le réalisme revient au groupe des 14, écrit le journal. Le confrère qui parle également du Conseil des ministres avec le gouvernement qui a adopté la loi de finances rectificative. Vous lirez l'article dans le journal Nouvelle Opinion. Et le dernier journal avec nous ce matin, c'est le journal Agricole. C'est un mensuel d'information agricole et rurale, le numéro 044 dans les kiosques ce matin. Projet de transformation agroalimentaire au Togo. Démarrage imminent de l'agropole du bassin de la Kara. Grande sensibilisation des acteurs de la base. Vous lirez l'article dans le journal avec pas mal de photos. Le ministre Urokura Agadazi, son collègue Fiatou Sesenou, le président de CCIT, Germain Meba, et le ministre Kolani Yenchare. Vous lirez donc l'article dans le journal à la page 3. Moringa investit au Togo dans l'entreprise du jus de fruits bio, jus délice. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, fonds compétitif du PASA appelle à proposition de sous-projet pour la sélection des entrepreneurs agricoles. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, un autre sujet lié donc à la gestion de la campagne de production cotonnière 2018-2019. Une réunion de concertation des acteurs s'ouvre ce 30 mai à Kara. Vous lirez l'article dans le journal, le journal agricole, bien sûr. Alors, dans les kiosques ce lundi, outre le journal agricole, vous avez Nouvelle Opinion qui est dans les kiosques ce matin. Il y a le billet hebdomadaire Le Libéral, le billet hebdomadaire Le Correcteur. Vous avez le quotidien Forum de la semaine, le quotidien Togo Matin. Vous avez aussi le quotidien Liberté. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Et retour en studio avec mes confrères Gérard Ouissan, le patron du groupe de presse SICA. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Parfait. Je vais bien parce que le week-end, j'ai profité du week-end pour me reposer un peu. Et donc, disons que ça va. Ça va. Très bien. Bonjour à Abassi Saka. Bonjour Eric. Bonjour à tous ceux qui sont déjà dans le taxi pour nous suivre. Oui, bien sûr, ils sont pleins dans le taxi. La température à bord quand même est à la normale. Et donc,
J'espère qu'on fera ensemble une aventure certaine. Mais j'ai oublié de saluer les auditeurs qui m'en excusent. C'est pas grave. Quand on est devant le micro, c'est pas évident de garder son sang-froid. N'est-ce pas? Alors je leur envoie un bonjour. Très bien. Alors, il y a ce sujet que le confrère, le collateur a traité ce matin, c'est par rapport donc à la défécation. Vous savez que ça fait... Il y a même un projet dans ce sens dans le pays où on sensibilise les gens par rapport à la défécation, surtout à l'air libre. Et ce qui m'intéresse beaucoup plus dans l'article, c'est les jets d'ordures à tous azimuts, un peu partout. Le journal évoque le cas autour du 4e lac de 2 bar, où ce lac en construction ou bâti déjà, quand vous y allez, vous voyez des dépôts d'ordures, comme c'est dans la zone portuaire, et tout ce qui entoure les activités au niveau du port, les commerçants, tout ça. Et il y a des ordures qui sont jetées dans la nature, même dans nos quartiers. Et comment est-ce qu'il faut expliquer cela, à votre avis, à Bassi Saka? Non, bon, moi je me dis que peut-être que c'est un problème de sensibilisation et un autre problème de civisme. Parce que les gens savent que, on dit souvent, il faut vivre sain dans un environnement sain, un corps sain dans un environnement sain. Il y a des gens qui se permettent ce luxe-là, même de salir même devant leur devanture sans leur dire rien. Parce que très souvent, il y a certains qui ont fait des analyses pour dire qu'ils constatent, qu'ils savent qu'il y a deux citoyens dans un pays. Il y a les citoyens et les habitants. Ah. Oui. C'est deux choses bien différentes. C'est deux choses bien différentes. C'est-à-dire que le citoyen, c'est celui-là qui sort. Il voit même que si c'est la devanture de son voisin qui est sale, il peut balayer et enlever tous les saletés et partir. Mais l'habitant, lui, il peut sortir de sa chambre. Lorsqu'il sort de sa chambre, même s'il y a les défections à la devanture de sa maison, il sort pour faire ses affaires, il revient se coucher et puis ça ne lui dit rien, quoi. Donc tout ceci là, je pense que c'est un problème de sensibilisation. Et de tout temps, j'ai cru savoir qu'il y a des organisations, des ONG qui œuvrent dans l'environnement. Et ceci pour permettre aux gens de comprendre le bien fondé de ne pas jeter les ordures ménagères, même dans n'importe comment et n'importe où. Même quand vous prenez l'exemple que le journal a donné, c'est que c'est trop au niveau du 4e lac à Zoroba. C'est trop aller loin. Même aussi qu'on prend même nos maisons au niveau des locataires et quel que soit les cas, on dit de ne pas jeter même les eaux usées devant sur la route et autres là. Mais tu vas voir que des femmes qui finissent de préparer des repas. Ils viennent même jeter ces repas-là, le fond des marmites. Le fond des marmites sur la route, sur la voie publique où les gens passent. Donc tout ceci là, c'est un manque de civisme. En pleine ville, c'est pas en pleine capitale, vous allez voir ça, vous allez constater ça. Et lorsque vous allez vous dire, mais madame, ce que vous faites là n'est pas bon pour la santé, elle va vous insulter correctement. Elle va vous dire que est-ce que vous couchez sur cette voie, c'est chez vous ici, vous êtes obligé de partir, de la laisser. Donc le problème, c'est un problème de sensibilisation. Et je ne pense pas que le gouvernement ait laissé ça pour certaines organisations de l'environnement. Il y a eu des sensibilisations qui sont passées, mais ça ne donne pas son effet comme ça. Entre-temps, au temps du Premier ministre Fungbo, il y avait cette initiative qu'il a prise pour la sensibilisation à travers les canaux des journaux, les organes, les médias et autres. Et ça fait Mais ça, de façon générale, c'est sur le civisme. Oui, c'est sur le civisme de façon générale. Et il y a aussi des gens qui font ça aussi de façon particulière. Parce que quand vous prenez ça, ce n'est pas généralement que vous faites, mais vous prenez des aspects. Bien sûr. Des aspects sur lesquels vous sensibilisez les gens. Et si vous faites ça, ça va amener des gens à se corriger. Mais depuis que cette initiative a été suspendue, les mauvaises habitudes ont repris et on voit ces gens de comportement où même des gens arrivent à construire même des tas d'ordures devant leur maison sans que ça leur inquiète. Encore que quand vous voyez, quand cette tas d'ordures-là qui s'amoncellent un peu partout devant même des constructions, des habitations, et que nous sommes en période de pluie,
Vous voyez le dégât que ça cause avec les problèmes de choléra qui peuvent arriver. Bien sûr, j'évoque le sujet parce que nous sommes en période de pluie justement et nous voyons les caniveaux qui sont bouchés habituellement par nos propres fautes. Parce que les caniveaux, nous les remplissons d'ordures, ce qui n'est pas normal. Je vais redonner la parole tout à l'heure à Baksaka. Gérard Ouissan, quel est votre commentaire par rapport à ce genre de comportement? Finalement, malheureusement, qui est ancré dans le quotidien des Togolais, malheureusement, puisqu'on en voit presque dans toutes les rues, dans tous les coins de rue. Des tas d'ordures. Oui, mais à vous en croire, si je comprends bien ce que vous dites, ça veut dire que le Togolais, il est sale. Faut-il en déduire que le Togolais, il est sale? Non, le Togolais n'est pas sale, peut-être, mais devant chez lui, c'est sale. C'est sale. Non, moi, je pense quand même qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Quand vous n'avez pas des endroits où déposer les ordures, qu'est-ce que vous voulez que les citoyens fassent? Quand on dit que les gens font caca dans la rue, ben, qu'est-ce que vous voulez que la personne fasse s'il n'y a pas de WC public? Si la personne n'a pas de WC chez elle, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, je crois quand même que celui qui prend les ordures, il ne verse pas ça dans sa chambre. Il ne verse pas sur sa terrasse directement. Il ne verse pas ça peut-être sur sa cour. Et il sort dans la rue et jette les ordures. Ça veut dire a priori que cette personne n'est pas sale. Ça veut dire que la saleté répugne cette personne. C'est pour ça qu'elle a éloigné les ordures de sa chambre à coucher, de son salon, de sa terrasse, de sa cour et est partie dans la rue. C'est qu'une fois arrivé dans la rue, quand il n'y a pas autre endroit où jeter les ordures, ben, elle jette cette ordure dans la rue. Mais le problème demeure sur le tapis, Gérard. Le problème demeure. Il y a des ordures partout. Oui, je ne refuse pas. C'est parce qu'il n'y a pas de politique de collecte des ordures que les gens sont obligés de jeter leurs ordures dans la rue. C'est pour ça que je vous dis que la personne n'a pas jeté ses ordures dans sa chambre à coucher. Donc, a priori, ce n'est pas une personne sale. Mais arrivé dans la rue, vous regardez à gauche, vous regardez à droite, il n'y a pas d'endroit où jeter les ordures. Vous faites quoi? Il faut bien se débarrasser de ça et vous jetez dans la rue. C'est ça. Mais quand il y aura une politique censée de collecte d'ordures, mais moi je pense quand même que le Togolais ne va quand même pas s'amuser à jeter les ordures un peu partout. Et quand vous voyez de grandes personnes aller faire leurs besoins dans la nature. Vous savez que au centre-ville, par exemple, je donne juste l'exemple du quartier administratif où dans plusieurs coins, on a laissé quand même des poubelles où quand on veut se débarrasser d'un petit sachet de Pure Water, on peut jeter cela dans la poubelle. Ouais. Mais que des gens se débrouillent pour jeter ce sachet plastique à côté de la poubelle. Est-ce que ça aussi, c'est la faute? Est-ce que la faute est à l'autorité? Non, je pense que c'est deux problèmes très, très différents. Faire avoir des poubelles dans la rue, si moi je veux jeter par exemple 1 kilo d'ordures, s'il faut que je marche 100 mètres, alors je n'irai pas. Ça, c'est tout à fait humain, c'est ça. Je n'ai pas le temps de le faire. Quand vous allez dans d'autres pays, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des sortes d'agglomérations. Ça fait 2, 3, 4 maisons. Il y a un endroit où tout le monde va collecter ses ordures. 2, 3, 4 maisons. Il y a une sorte de cour où tout le monde va collecter ses ordures. Mais si, par exemple, nous sommes ici à Tassi FM, si moi je dois quitter ici avec un sachet d'ordures, marcher 100 mètres pour aller déposer ça, ben, je vais travailler quand? Je vais me reposer quand? Je vais manger quand? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une politique intelligente. Donc, il faut reconnaître quand même une chose. La collecte des ordures est difficile. Mais, Gérard, on n'a pas encore nous sommes à Lomé. Nous sommes au Togo. Ce que vous dites là, est-ce que c'est faisable? On vous dit, oui, mais est-ce que c'est parce que nous sommes au Togo que nous ne devons pas, lors de l'urbanisation, prévoir ce genre de choses? Savoir que dès que vous urbanisez un milieu, qu'il y aura des gens qui vont s'y installer, donc il y aura forcément production d'ordures. S'il y a production d'ordures, il faut en même temps réfléchir aussi à comment se débarrasser de ces ordures-là. Ça, c'est juste, c'est une question de bon sens. Il y a aussi il y a plusieurs sociétés qui passent quand même de maison en maison.
pour pouvoir collecter les ordures. Oui, il va falloir d'abord être abonné à ces structures-là avant qu'on ne collecte ces ordures-là. Oui. Mais en même temps, ça ne règle pas le problème. Les ordures sont toujours dans la rue. Ouais, moi, je trouve que parce que ce qui se passe, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est tout comme il encourage cette non, je n'encourage pas, c'est juste une réalité. Non, ce n'est pas la réalité. Parce que vous avez vu, il y a ANASAP aussi qui s'occupe de ces genres de choses. Oui. Où ANASAP et d'autres sociétés ont placé des poubelles à chaque au moins 100 ou 50 mètres même au bord des routes. Vous allez voir ANASAP qui fait ces genres de choses. Il y en a combien? Et entre-temps, est-ce qu'on peut compter? Je connais leurs poubelles. C'est tout petit, ça a un volume de peut-être un demi-mètre. Au moins, ils font ça là, c'est que les gens viennent dégager ça. Ils ont des agents qui viennent dégager parce qu'ils ont des camions, régulièrement, ils ont des camions pour les amener à des décharges finaux. Lorsqu'il y a des décharges qu'on a créées, par exemple, au niveau de, quand vous prenez les tricycles, oui. Des gens qui vont de maison à maison collecter les déchets, les ordures et autres, ce n'est pas en ville aussi qui devait ça. Il y a des décharges à Goué, il y a des décharges à Zanguera, vers Zanguera. Et en temps, le chef de l'État a inauguré un truc de décharge finale au niveau des Zanguera là-bas. Donc, ce qui veut dire que si quelqu'un veut être conscient de ce qu'il fait, et que je sais que je ne veux pas, parce que je ne peux pas être propre dans ma chambre et être sale dehors. Devant ma maison, être sale. Quand vous êtes devant votre maison, quelqu'un qui arrive vous rendre visite et puis vous avez des ordures, des tas d'ordures devant votre maison, la personne n'aura même pas le courage de pénétrer. Quel que soit le cas, faites de telle sorte que vous ne pouvez pas avoir des ordures devant votre maison. Parce que vous ne voulez pas que dans votre chambre, vous ayez des ordures, mais devant votre domicile, il ne faut pas qu'il y ait des ordures. Prenez soin, toutes les mesures pour que vous ne pouvez... Parce qu'il y a des propriétaires qui construisent des maisons avec des poubelles devant. Oui. Ils mettent des poubelles devant pour ne pas que ça puisse salir. Alors, donc, il y a aussi des propriétaires qui construisent des maisons sans douche, sans WC. Oui, douche, oui, mais sans WC. C'est aussi un autre problème. C'est un autre problème qu'il faut parler parce que... On va l'évoquer. Parce que j'irai tout à l'heure à faire allusion à ça. Allez-y. Parce qu'entre-temps, il y avait ces genres de surveillance médicale qui se faisait avec les agents de santé, comme les services d'hygiène, qui allaient de maison en maison pour voir comment ça se passe. La propriété de la maison. Sur toute l'étendue du territoire, il y en avait ces assistants d'hygiène qu'on appelait les samasama, qui vont de maison en maison, même avec les douches traditionnelles. Lorsque les gens se lavent et puis ça coule et il y a de la boue devant ces douches traditionnelles-là, la maison est amendée et sanctionnée, on leur demande de ne plus faire ça, de le faire. Donc tout ceci là, aujourd'hui, quand vous prenez dans des maisons de location, qu'il y a ces genres de situations où on construit des maisons sans latrine. On construit seulement les douches avec des clés et le reste là, les gens n'ont qu'à se débrouiller. Et je ne pense pas que ce soit trop actuellement à Lomé, mais c'est dans les environs, dans les banlieues de Lomé qu'il y a plein de ces genres de choses. Non, je vous assure. Ah bon? Allez-y dans plusieurs communautés, allez-y dans Baie, vous verrez. C'est surtout en pleine ville qu'il y a ce problème. Oui, en pleine ville qu'il y a ce problème. Dans la lagune, les gens déversent leurs excréments. Les excréments, oui. Donc c'est ça qui fait... Donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il faudrait faire de sorte qu'il y a des mesures de sensibilisation, des programmes, des campagnes de sensibilisation par rapport à cette situation qui se pose. Parce qu'il y a des organisations, entre-temps, c'est comment on les appelle, des jeunes qui se promenaient de maison en maison avec les pousse-pousse pour aider. Et quand à chaque fin du mois, on vient, on prend quelque chose, on les paie quelque chose. Aujourd'hui, ce sont les camions qui ramassent parce que... On va continuer le débat tout à l'heure, excusez-moi, on doit marquer une pause. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi Presse. Retour en studio. Gérard, la propriété, c'est un vrai problème dans notre cité. Oui, enfin, j'ai bien écouté l'analyse d'Abbas, mais je voulais attirer son attention sur les villages. Allez dans les villages et vous allez voir. Les villages ont l'air beaucoup plus propres que nos villes. Quand vous allez dans un village, vous ne voyez pas des gens aller faire caca directement devant leur case. Vous ne voyez pas ce tas d'ordures. Il faut dire quand même que l'insalubrité est liée aussi au mode de vie que nous avons dans les villes.
On produit plus d'ordures, on consomme plus. On prend des sachets pour ceci, on mange des conserves, tout ça. Donc, on produit beaucoup plus d'ordures et il faut qu'il y ait une politique d'assainissement. Quand il n'y a pas de politique d'assainissement, vous voulez que... Vous n'en voyez pas aujourd'hui. Elle n'est pas assez efficace, cette politique d'assainissement. Elle n'est pas assez efficace. Avant, moi, je me rappelle, il y avait la voirie. Oui. Qui, voilà, ce Toema, tout ça là, qui dégageait systématiquement les ordures. Et dans ce temps, le Togolais était propre. Par quel miracle, d'un seul coup, il se fait que le Togolais, il est plus propre, il veut vivre dans la saleté. Moi, je ne pense pas que le Togolais veut vivre dans la saleté, mais c'est que il n'a pas les moyens de se débarrasser de ces ordures. Chez nous, par exemple, là où moi je vis, ceux qui ramassent les ordures passent théoriquement 2 fois dans la semaine. Et ils viennent avec un tricycle. Et la zone qui couvre, quand ils passent avec un tricycle, vous n'avez pas les moyens. Ils ne peuvent pas ramasser toutes les ordures. Parce que vous voyez dans certaines maisons, il y a 15-20 personnes qui produisent des ordures. Mais quand leur tricycle passe, c'est rempli. Moi, j'ai coupé des fleurs dans ma maison. Ça fait déjà la 3e semaine. Ce n'est pas ramassé. Parce qu'à chaque fois qu'ils viennent, le tricycle est plein. On me dit, patron, on revient la prochaine fois. Pendant ce temps, ces ordures-là, c'est des ordures qui sont entassées. Oui, qui sont devant votre maison. Qui produisent des moustiques, qui tout simplement ne sont... C'est pas un signe de propriété. Donc il y a quand même... C'est vrai que l'État fait ce qu'il peut, mais est-ce qu'on en fait assez? C'est ça le problème. Dire aujourd'hui que c'est le Togolais qui est sale, qui ne veut pas être propre et tout ça... Non, moi, on ne l'a pas dit. On l'a pas dit que le Togolais est sale. On l'a pas dit. On n'a jamais dit ça. C'est comme si... On s'interroge sur... Parce que quand il y a des déchets un peu partout dans la ville, quand on jette de l'eau, des eaux usées dans la rue, et ça couvre les rues... Vous voulez que les eaux usées... Là, je vous prends un mot. Les eaux usées vont aller où? Il n'y a pas de tout à l'égout, comme on dit. Il n'y a pas de rigole qui passe devant les maisons. Les eaux usées vont aller où? Théoriquement. On les jette avec le fond de la marmite, comme ça, dans la rue. Ça, vous l'acceptez? Proposer ça à la bonne femme qui vit dans une maison qu'on qualifie de soja line, chambre-salon. Vous voulez que ces fonds de marmite aillent où? Si c'est dans une maison moderne, vous avez l'évier, tout ça là, vous lavez les choses dans l'évier, les résidus restent et vous les ramassez, vous mettez dans la poubelle. Mais quelqu'un qui vit dans une chambre-salon et le WC est à 10 mètres plus loin, vous voulez qu'elle verse ça où? Mais on pouvait racler le fond de marmite et le jeter dans la poubelle avant d'envoyer ça. L'eau simplement l'eau dans la rue, comme tu le dis. Mais on ne peut pas jeter le fond de marmite dans la rue avec de l'eau. Donc on revient quand même dans la rue, on revient jeter quand même l'eau dans la rue. Et moi je vous vois filtrer l'eau là tellement que le fond de marmite ne reste pas du tout dedans. Avec les doevis, tout ça là. Je ne sais pas, c'est comme vous encouragez le système là, c'est la propriété. Mais c'est une réalité. Et puis tu as comparé la ville au village. On ne peut pas comparer la ville au village dans ces circonstances là. Lorsqu'il y a beaucoup, au village c'est différent de la ville. En ville, on produit plus d'ordures que dans les villages. En ville, lorsque vous prenez même au niveau des zones industrielles, les ordures qui sont produites là-bas, ce n'est pas des petites ordures. Et quand vous prenez, lorsque vous dites qu'au village, on ne peut pas avoir ces genres de situations, parce qu'au village, vous allez voir les gens aller, même s'ils n'ont pas de latrine, c'est pour cela que certains autres ont pris l'habitude de leur construire des WC, de ne pas déféquer dans les choses. Au village, vous allez à l'air libre, vous déféquez dans les champs, et vous revenez. Il n'y a pas de choses, il n'y a même pas de WC ou bien dans la maison. C'est dans les brousses que vous allez, et vous prenez même les feuilles de teck ou bien les feuilles de quoi que vous voyez là-bas pour vous essuyer la nuit, c'est suffisant. Mais en même temps, les choses ont évolué aussi aujourd'hui au village. Pas totalement. Il y a des latrines dans le village maintenant. C'est ça que j'ai dit, qu'il y a des latrines qui sont construites. Il y a campagne de choses, des gens qui construisent des latrines dans les villages. Mais aujourd'hui, par rapport à la ville, c'est totalement différent. C'est par rapport, surtout dans la capitale, où des gens qui construisent des maisons sans WC et sans douche, qu'il faut maintenant sensibiliser. Et si on pouvait passer de maison à maison, voir ce qui se passe, et permettre de demander aux gens que ceux-là qui construisent. Parce qu'il y a cette politique où si quelqu'un loue une maison, j'ai dit une maison, un bureau, et son bureau n'a pas de douche, de toilette plutôt,
c'est que le monsieur doit être amendable. J'ai vu plusieurs bureaux. Si vous avez un bureau, une maison, un truc de coiffure, un salon de coiffure ou bien un bar, et que vous n'avez pas de toilettes à votre niveau, vous n'allez pas opérer. On vous oblige à faire les toilettes là-bas avant de continuer par opérer. Ce qui veut dire que les gens sont conscients de ce qu'il y a, du fait qu'on ne peut pas se permettre de vivre, de vouloir être propre et de vivre dans la saleté. Il faut avoir un corps sain dans un esprit sain. Très bien. Je ne sais pas si j'ai ajouté un mot avant qu'on passe à un autre sujet. Non, moi je veux proposer deux choses. Et la première des choses, c'est l'éducation civique. Il faut l'éducation civique, il faut continuer à montrer aux enfants la propriété. Pourquoi est-ce que ça a disparu presque dans nos écoles? Non, je ne sais pas si vous avez lu Sika Sika passé. À la page 2, il y a un monsieur qui a fait une très bonne analyse qui nous a envoyé. Il nous dit qu'il faut remettre l'éducation civique sur le métier, remettre ça dans les écoles. Et il fait cette analyse. Quand il parle d'éducation civique, il ne s'agit pas de créer une nouvelle matière qu'on va ajouter à d'autres matières qui existent déjà, parce que les élèves sont déjà surchargés. Mais il s'agit d'intégrer l'éducation civique à chaque matière. Quand vous faites par exemple la chimie, qu'on introduise l'éducation civique dedans. C'est-à-dire, par exemple, en chimie, au laboratoire, quand vous finissez de laver vos éprouvettes, ne jetez pas ça dans la rue. Ça, c'est une façon de mettre l'éducation civique. Bien sûr. Quand on étudie la géographie, et voilà, le Togo a 30% de couverture végétale. Il ne faut pas couper les arbres parce que, voilà. Donc, vous injectez l'éducation civique dedans. Dans chaque matière, il faut l'éducation civique. En Europe, il n'y a pas l'éducation civique en tant que telle, mais c'est dans leurs actes de tous les jours, dans l'enseignement de tous les jours, qu'ils essaient de distiller ces enseignements là-dedans. Moi, je pense qu'il faut que l'État essaye de faire cela. Il faut former des enseignants à pouvoir donner leur enseignement de façon à ce que ça nous profite du côté du savoir-vivre et du savoir-être. La deuxième des choses qu'on ne peut pas éviter, moi je prends une ville comme Lomé, du moins c'est la capitale. Moi je crois que l'État n'a d'autre choix que d'aider les gens à faire de l'assainissement. Parlant de WC, on ne peut pas ne pas aider les habitants de Lomé à construire des WC chez eux. Parce que construire un WC à Lomé, c'est extrêmement difficile. Prenez des quartiers comme Badago. Dès que vous creusez le puisard... Il y a des habitations à Badago qui n'ont pas de toilettes. Oui, ce n'est même pas ça. Ça veut dire que c'est tellement difficile de construire les toilettes. Parce que dès que vous construisez le puisard, c'est l'eau qui envahit ce puisard. Parce qu'il faut construire d'abord un puisard, mettre des briques, cimenter et tout, pour rendre ça étanche. Mais dès que vous creusez, l'eau vient. L'eau jaillit. Parce que l'eau jaillit, ça devient comme un puits. Alors c'est difficile pour les habitants de construire des puisards. Et il y a beaucoup de quartiers comme ça. Tout le long de la lagune, c'est le même problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut laisser les habitants à eux-mêmes se débrouiller? Quand on les laisse à eux-mêmes se débrouiller, c'est qu'ils vont au WC sur les rails. Parce que c'est la façon la plus simple pour eux de se débrouiller. Mais dire, construisez vos WC tout seul, moi, je crois que les citoyens ne pourront pas s'en sortir. Il faut d'abord leur donner, mettre à leur disposition la technicité, le savoir-faire, et de deux aussi, financièrement. Moi, j'imagine une telle politique. OK, construire un WC, ça coûte 500 000. D'accord, l'État octroie des prêts à payer sur 10 ans pour que chacun dans tel quartier ait son WC. Vous prenez des prêts que vous payez sur 10 ans, par exemple, et vous construisez des WC. On vient construire pour vous, avec le loyer, vous payez petit à petit. C'est des engagements qu'on prend, mais en même temps, on assainit la ville. Quelque chose qu'on puisse imaginer. Le ministère de la Planification est là pour le faire. Il y a tellement de techniciens, mais il faut quand même ouvrir le débat, mais pour assainir les quartiers avec la collaboration des citoyens. Parfait, très bien. Autre sujet lié toujours à la société, c'est la question de la nuisance sonore. C'est vrai qu'on en a parlé il y a un moment, mais le phénomène n'est pas prêt quand même de disparaître dans notre cité. Avec les vendeurs des smartphones, je suis sûr que vous en croisez sur vos routes, dans vos quartiers aussi, où quand il s'agit de cette histoire de promotion
à longueur de journée. C'est les bruits, c'est de la musique à fond, même à des heures qui ne sont pas indiquées, à midi, le soir, où des gens doivent se reposer. Au niveau de la mairie, il y avait eu un communiqué entre-temps qui rappelait quand même à ces barman, à ceux qui produisent de la musique, de faire moins de bruit, aux meuniers et tout ça. Mais le phénomène continue sur le terrain. Alors, est-ce que l'autorité n'est pas finalement impuissante vis-à-vis de ce phénomène de nuisance sonore? Abbas Issaka. Oui, c'est là que je voulais en venir, parce qu'il y a trop d'annonces sans actes. Le gouvernement prend certaines annonces, certaines choses sans réagir. J'ai parlé tout à l'heure de ce communiqué qui devait faire de telle sorte que ces nuisances sonores-là ne soient pas un problème pour les populations. Mais c'est au moment où on prend même certaines mesures pour interdire que ça s'amplifie. Les choses deviennent encore plus problématiques. Quand vous prenez ces messieurs de smartphones qui vendent les choses au bord de la route, les CD au bord de la route, et ils ne connaissent même pas midi, 13h, 14h, ils ne connaissent même pas les heures de repos. Entre-temps, c'est les menus qui ont compris, entre-temps, qui sont arrêtés, qui savent qu'entre midi et 14h, on ne va plus moudre les choses. Et ils ont compris. 14h, entre midi et 14h30, ils s'arrêtent. Mais au niveau de ceux-là qui font la musique, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a même pas de temps d'arrêt. Et c'est eux qui font beaucoup plus de bruit. Et ailleurs, c'est des églises ou de la mosquée. J'ai une plainte même. Oui, j'ai une plainte qui non, sinon il y a ça aussi. Il y a beaucoup. C'est-à-dire, il y a un monsieur, lui, un pasteur, c'est au niveau de l'E 2000 ici, à côté, où lui, c'est à minuit qu'il commence les prières. Alors qu'il y a une maison, des locataires qui sont juste attenantes comme ça. Donc, et la personne dit qu'à chaque fois qu'on commence la prière, c'est de minuit jusqu'à 5h du matin. Sans blague. 5h du matin. Et puis c'est juste à côté de sa fenêtre. Et quand on joue, la fenêtre vibre. La personne travaille. Elle doit se reposer pour aller au travail le lendemain. Et elle n'arrive même plus à dormir. Elle s'est plainte plusieurs fois. Le pasteur dit non. Et quand vous prenez cette situation, c'est que il y a en même temps une mosquée. C'est-à-dire l'église et la mosquée ont des murs côtoyants. Oui. L'église est là, la mosquée est là. C'est sûr que Dieu est là-bas. Ouais, voilà. Ça, c'est sûr. Ce qui veut dire que les deux bruits gênent les locataires de cette maison-là. Mais il y a personne pour les défendre. Il n'y a personne pour les défendre. Il y a personne. Maintenant, elle menace de quitter là où elles ont loué, puisque la personne qui les a loués n'est pas à Lomé ici. Elle est en Europe. Donc, elle envoie des messages avec les bruits de ce pasteur-là qui gêne et qu'elle a parlé fatigué. Donc, ce problème-là, je ne sais pas. Il faudrait que, quand le gouvernement prenne certains actes, qu'il réagisse. Et puis, il y a trop d'églises. Si on pouvait, entre-temps, il y avait les choses, ces trois églises, trois religions révélées. Les gens vont à l'église et ils prient, reviennent jusqu'à 18h, c'est fini, reviennent. Mais maintenant, les gens ont instauré ce système de Zam et Toto. Et ça commence à 22h, de 22h jusqu'à 3h, 4h du matin. Sans savoir que les gens qui sont à côté ont envie de dormir pour aller travailler le lendemain. Et tout ceci-là, on ne sait même pas à quel sens se vouer. Quand vous prenez, moi, je suis quelque part où je suis entouré de 4 églises. Qui font la veillée. La veillée, au même moment, 4 églises comme ça. Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Racontez-nous. On dit bon, qu'on est habitué. On ne s'habitue jamais au bruit quand même. 4 églises. Quand tu as travaillé, tu es fatigué, tu arrives, tu dois être obligé de dormir comme ça. Et tu te réveilles, quand tu te réveilles vers 2h du matin, tu entends toujours les bruits qu'ils font. Et je me dis, comment on va faire pour arrêter ça? Parce que c'est un nouveau quartier où les gens veulent avoir des fidèles, donc ils viennent. Ce n'est pas qu'il y a beaucoup de gens dans l'église, mais c'est que c'est la musique
le gospel, qui mettent sous prétexte qu'il y a des gens qui sont en train de prier dedans. Et on crie comme ça. Tout ceci là, j'espère qu'il faudrait que tout ceci là s'arrête parce que ça devient un peu redondant. À chaque fois... Alors, le gouvernement quand vous criez, c'est les pasteurs qui disent que c'est votre problème. Si vous ne voulez pas venir à l'église, là, il faut nous foutre la paix. Gérard Ruissan, la question de la nuisance sonore. Non, moi je pense que c'est d'abord un problème culturel. L'Africain, disons le Togolais, aime produire du bruit. Ça, c'est culturel. Ah bon? Ben oui, vous passez devant quelqu'un, il joue Sweet Mother, ben il faut qu'il mette ça à fond, tout l'amplificateur. Mais pourquoi? Alors qu'il est à 1 mètre de son appareil. Donc le désir de produire du bruit même, nous avons ça en nous. C'est culturel. C'est culturel. Je ne dis pas que c'est naturel, hein. C'est culturel. On a appris à le faire. On n'a pas défendu aux gens de le faire. Vous regardez même dans la rue, quand les gens sont dans la circulation, regardez le nombre de fois que certains klaxonnent. Le plaisir qu'ils prennent à klaxonner. Vous allez dans beaucoup de pays, vous pouvez passer 6 mois sans entendre un seul bruit de klaxon. D'abord, c'est puni par la loi. Quand vous faites une partie de klaxon, pom, 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 dans la rue, la police vous interpelle et vous êtes puni. Parce que c'est interdit. Ici, on l'apprend quand on fait le taux-école, mais en fait, dès qu'on est dans la circulation, plus rien ne va. Moi, je crois quand même que la solution à tout ça serait la décentralisation. C'est possible. Parce que l'État... ça pourra réduire quoi? La nuisance sonore? Ça peut réduire... ça peut améliorer les rapports entre les habitants. C'est pour ça qu'on décentralise. D'accord. Quand l'État, quelque part, dit, bon, à partir de midi, ne faites plus de bruit. Moi, je suis à Kégué. Si quelqu'un fait du bruit, je vais où? Je vais au ministère de la décentralisation, de l'administration territoriale. Pour dire ça, ce n'est pas possible. Par contre, si Kégué était dans une petite commune où nous avons un maire, je prends mon téléphone, ou bien je me déplace, je m'en vais voir monsieur le maire, je lui dis, mais mon voisin, il me cause tel désagrément. Et le maire peut nous appeler et intervenir. C'est comme ça, du moins à ce que moi je sache, c'est comme ça les problèmes de rapport entre les habitants se règlent. Mais tant qu'on refuse la décentralisation, je vois mal comment est-ce que on peut interdire à un bar de faire du bruit, par exemple. Le ministre ne connaît même pas les quartiers. Le ministre c'est tout à fait impossible. C'est impossible. Donc, à part la décentralisation, on avait parlé de l'éducation civique. Il faut apprendre aux gens que le travail et la réflexion, le travail de réflexion ne fait pas bon ménage avec le bruit. Oui, non, sérieux quoi. Des gens ne savent-ils pas, par exemple, qu'à midi, il faut faire moins de bruit parce que si nous, on est à la maison, dans le quartier, on est un peu libre, qu'il y en a forcément qui ont besoin de repos. Oui, pourquoi à midi? Les enfants qui reviennent le soir veulent apprendre leurs leçons. Oui, bien sûr, le soir aussi. On joue de la musique. À midi, on veut se réveiller. Les gens ne savent pas ça, qu'il va falloir leur apprendre ça, forcément. Oui, mais les êtres humains sont comme ça. Il faut leur rappeler les choses de temps en temps. Est-ce que les gens ne savent pas qu'il ne faut pas violer le feu rouge? Et pourtant, il faut continuer à sensibiliser pour ne pas violer les feux rouges. Il faut toujours sensibiliser les gens. Et moi, je crois que c'est ça qu'on ne fait pas assez. Moi, je connais un jeune homme, vous n'imaginez pas. Il apprend ses leçons dans le bar de son père. On joue la musique à fond. Il a son cahier, vous le voyez, il secoue la tête. Il apprend. Il apprend ses leçons dans le bar. Il va falloir vérifier s'il retient quelque chose. Voilà, c'est ça le problème aussi. C'est une question de... Moi, je crois que c'est culturel. Il faut encore apprendre à l'Africain que le travail intellectuel, c'est ça qui paye. Oui, mais Abbas Issaka a dit quelque chose tout à l'heure de fondamental. Il dit, les autorités, elles prennent des décisions, mais elles n'appliquent jamais ces décisions. Oui. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème? Je me rappelle, dans ce pays, on a interdit la production et la vente des sachets plastiques. Un moratoire d'1 année a été donné et aux importateurs et aux producteurs. L'année est passée, un autre moratoire a été donné, mais en aucun moment on n'a pas vu que des gens aient été punis. Alors que la vente continue, la production sur le territoire, à moins que je me trompe, continue aussi. Oui, mais d'abord, il faut se poser la question, est-ce que l'État a les moyens
de faire exécuter les lois qu'il édicte lui-même. Non, mais si on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens, on ne peut pas éditer. Non, mais c'est ça qui se passe. Quand on dit, par exemple, il ne faut pas produire du bruit, quel moyen l'État a à contrôler les gens qui font du bruit? L'État n'a aucun moyen. L'État togolais, à ce que moi je sache, si moi je joue la musique à fond, l'État ne peut pas m'interdire. L'État est où? Quel moyen l'État a pour me contrôler? C'est pas possible. Ah bon, moi, quand on parle des sachets... La décentralisation, mais forcément, c'est forcément l'État central. L'État central logé quelque part à des milliers de kilomètres ne peut jamais savoir ce qui se passe dans les hameaux les plus reculés. C'est quelqu'un qui donne souvent l'exemple de Djarakbanga. Moi, je ne sais pas comment le ministre de l'administration territoriale peut savoir ce qui se passe à Djarakbanga. Ce n'est pas possible. Il faut décentraliser la gestion de la chose publique. Et quand vous parlez de sachets plastiques, moi je vous dis que c'est de l'arnaque en fait. Ah oui? Oui, mais comment est-ce qu'on peut interdire les sachets plastiques noirs aujourd'hui au Togo? Ce n'est pas possible. Mais pourquoi? Attendez. Comment le Ghana a fait? Comment le Rwanda a-t-il fait? D'accord. Si aujourd'hui on dit qu'il ne faut plus produire des sachets, dans quoi est-ce qu'on va mettre Akban? Il y a les sachets biodégradables qu'on a, les gens fabriquent, les sachets blancs. Ça, il n'y en a pas encore. D'abord, c'est cher et ce n'est pas vulgarisé. Mais Akban, on a pris l'habitude de mettre ça dans des sachets. À Blo, c'est pareil. Et c'est pas bon pour la santé non plus. D'accord. Mais si aujourd'hui vous dites ne vendez plus les sachets, ça veut dire que le marché d'Akban, c'est bloqué. Le marché de Ablo, c'est bloqué. Non, sans les sachets avant, il y avait Akban. On vendait Akban sans les sachets. Parce qu'il y avait les feuilles de bananier qui étaient produits. Il y avait tout un circuit. C'était tout un commerce. Mais ce circuit-là, ce commerce a disparu. Il faut d'abord réveiller ce commerce avant d'interdire la production et la vente de sachets. Mais si tout ça là n'a pas, si rien n'a été analysé, on dit dans 2 ans on ne va plus vendre, dans 6 mois on ne va plus vendre les sachets, c'est pas possible. C'est juste du mensonge. Et vous avez vu ce que ça a donné. Alors, ce n'est pas vous et moi qui avez pris la décision d'interdire la production et la vente, la commercialisation des sachets plastiques. Est-ce qu'un jour, on remportera cette bataille? Non, moi, je me dis que sur cette question, c'est une prise de conscience de tout un chacun. Parce que tout le monde doit savoir que... des consommateurs aussi? Des consommateurs. C'est-à-dire qu'on a interdit, on dit les sachets plastiques, ce n'est pas bon pour la consommation. Si nous refusons d'en acheter, il n'y aura pas de vendeurs. De vendeurs, oui. Bon, par rapport au bruit, au sonore que les gens font dans les chambres, je dis que c'est à nous-mêmes de prendre conscience parce que on dit souvent ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Oui. Lorsque tu fais la musique, vous êtes cohabitants dans une maison et que toi tu fais la musique, tu gênes les autres, tu les empêches de dormir. Est-ce que toi-même tu es conscient? C'est parce que tu as à faire la musique en plein midi, au moment où les gens sont revenus de service pour se reposer. Mais le problème, vers c'est que 18 les gens heures, aiment ça. Vers 18h. Le problème, c'est que les gens aiment ça. Vers 18h, les gens reviennent. Produire le bruit. Oui, vous entendez quelqu'un qui joue la musique à fond et le voisin est en train de danser chez lui. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est une prise de conscience. Il faudrait que ça dise. Bon, ben, on ne va pas dire à l'État seulement de se mettre dedans pour lutter contre ça. Il faudrait que nous-mêmes, entre nous. Mais vous reconnaissez que les gens aiment le bruit. Ouais, le voisin fait du bruit et celui-ci fait le bruit et le voisin danse dans sa maison. Il y a certains qui ne dansent pas. Ce n'est pas tout le monde qui danse. Voilà. Ce n'est pas tout le monde qui aime le bruit. Donc il faudrait respecter le bruit de la limite de tout un chacun. Donc ce n'est pas un problème de prise de conscience aussi au niveau des populations. Dire que quand les gens sont en plein midi là, il ne faudrait pas faire de la musique. Vous pouvez faire le matin. Si les dimanches, les gens reviennent à 10h, ils font la musique, ils dansent jusqu'à midi. Au moins à midi, il faut savoir qu'il y a certains qui veulent se reposer. Et par rapport au sachet plastique, je pense que Gérard a dit tout à l'heure qu'on ne met pas à pan dans les sachets plastiques noirs. On n'emballe pas ça là-bas. Je parle des trucs blancs. Ça demeure plastique. C'est plastique. Donc, or, selon les études, ça a été prouvé que les aliments chauds dans des plastiques provoquent du cancer. Donc si on pouvait éviter, parce que quand vous allez... Il y a les plastiques alimentaires qui sont adaptés, qui sont fabriqués. C'est ça que tu as dit que c'est cher. Non, ça coûte cher. Biodégradable. Il y a les plastiques alimentaires.
Oui. C'est fait pour ça. Et ça, on n'a pas dedans. encore vulgarisé ça pour que les gens puissent en avoir assez. Surtout les commerçants, ceux-là qui font akpan et autres, ou qui vendent des aliments chauds ou bien de la bouillie chaude dans des plastiques. Donc, on n'a pas encore vulgarisé ça. Donc il faut arrêter de faire de telle sorte que les gens utilisent le plastique noir qui n'est pas biodégradable et qui contribue à même bloquer, boucher même certains caniveaux et autres. Parce que nous sommes en saison de pluie. La météo a indiqué que cette année, en tout cas, il y aura beaucoup de pluie. Pas qu'au Togo, mais sur la côte ouest africaine. On a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire la dernière fois. Donc, il va falloir que nous prenions toutes les mesures. Et pour éviter les inondations. C'est un appel qu'on va lancer au service d'assainissement de revoir les caniveaux avant les grandes pluies. Parce que, surtout les moteurs là qu'on a mis pour évacuer l'eau, il faudrait qu'on les revoie. L'entretien soit plus efficace parce qu'on a fait des caniveaux et au même moment, les moteurs qui devaient évacuer l'eau vers les lieux indiqués ne fonctionnent pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Très bien. Messieurs, merci beaucoup. Nous allons marquer juste une petite pause. Le bruit, moi je dis, il ne faut jamais faire du bruit. C'est ni le matin, ni à midi, ni le soir. Quand vous voulez faire du bruit, vous êtes dans votre chambre, vous fermez les choses, vous faites du bruit, mais pas à aucun moment. Vous que dehors, on n'entendra pas le bruit. Il y a dans beaucoup de pays, il n'y a aucun moment où le bruit est autorisé. Très bien. Messieurs, merci beaucoup. Taxi FM 93.1. Retour en studio avec mes confrères Gérard Ouessant, le patron du groupe de presse Sika, et Abbas Issaka, le patron de l'hebdomadaire Le Mania Libéré. On va parler politique avant d'aborder notre sujet politique avec la crise qui reste sur le tapis puisque le bout du tunnel n'est pas encore visible. Au niveau de la coalition de 14 partis de l'opposition, le week-end dernier, c'est-à-dire ce week-end-là, on a organisé quand même des meetings à synchroniser. On peut le dire ainsi, d'ailleurs le confrère, le collecteur l'a écrit, Baguida, à Venou, à Goezongo, debout en attendant la rue. La solution peut-elle provenir de là, Abbas Issaka? Oui, bon, je pense que c'est une autre stratégie que la C14 est en train d'expérimenter. Pour contourner les interdictions sans nom du gouvernement des marches. Parce que selon les informations, selon Madame Adjamabo, il paraît que c'est plus de 3 meetings qu'elle devait organiser. Elle devait organiser plus que ça. Mais elles n'ont pas pu l'avoir, elles ont pu avoir seulement 3 lieux où elles ont fait à Lomé ici, dans la capitale. Donc j'espère que peut-être que c'est une autre façon de chercher à mobiliser parce que depuis quelque temps, les marches n'arrivent plus à prendre, les marches ne marchent plus. Il faudrait... Non, en même temps, est-ce que ce sont les marches qui ne marchent plus, ça n'arrive pas à prendre, ou c'est parce que on interdit tout rassemblement. On dit d'aller dans un coin où des gens ne veulent pas aller. C'est les changements d'itinéraire et les interdictions qui font que les marches ne marchent plus. Donc il faudrait faire de telle sorte qu'on puisse revoir d'autres stratégies pour voir comment mobiliser les populations, leurs militants à reprendre la rue parce qu'ils disent que la lutte n'est pas encore terminée, qu'il faut ces marches. Mais beaucoup se disent que peut-être que la mobilisation de dimanche dernier, ce n'était pas dans le cadre de ça. Parce qu'entre-temps, on avait demandé au niveau de la C14, il était demandé à chaque parti politique d'aller dans son coin et de remobiliser par rapport à ses militants. On a vu Mme Kafi Adjamabo qui était allée dans le Gou. Il y a le professeur Gogué qui était allé à Dapaon. Il y avait les jeunes de l'ANC qui avaient mobilisé au niveau de là-bas pour expliquer, pour dire que non, il ne faut pas se décourager, que les marches vont reprendre. Et je pense que c'est dans cet esprit que les leaders se sont retrouvés pour dire nous allons organiser 3 meetings de remobilisation, 3 grands meetings de remobilisation. On a vu ce qui s'est passé à Zongo, à Baguida, et à Venou aussi. Donc
Mais l'espérance que les gens espéraient, ce n'est pas ça, parce que par rapport au message qui était véhiculé au niveau des réseaux sociaux, la mobilisation n'était pas ce que les gens voulaient voir, quoi. Et puis il y a eu un quiproquo. Comme le confrère, le libéral, l'a écrit ce matin, eh bien, le journal nous renseigne quand même que la C14 peine à remobiliser ses militants. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est un début. On va voir ce que ça va donner par après. Sinon, il y a un problème de reconquête de terrain qui se pose. Et puis, nous avons écouté les audios selon lesquels il y a le PNP qui n'était pas d'accord que l'autre, Jean-Pierre Fabre, se retrouve dans son fief au niveau de Aguaye-Zongo. Ça circule et les gens ont commencé par dire peut-être qu'il y a un petit problème de compréhension. Et l'audio disait que Aguaye est déjà debout, Zongo est déjà debout, ce n'est pas la peine de venir là-bas parce que le PNP a déjà réveillé Aguaye. Là où ça dort, c'est Baguida, c'est Abé. Et dans certaines zones-là, que le chef de file de l'opposition aurait dû se cantonner vers là pour remobiliser parce que au niveau de Aguaye, là, ce n'est pas la peine. Le PNP est déjà dans la zone. Il suffit que le PNP claque son petit doigt pour que les gens sortent. Donc aujourd'hui, ces histoires de remobilisation, il faudrait que l'opposition elle-même, la C14 elle-même, s'asseye pour définir les contours. Sinon, c'est cette histoire de remobilisation qui risque de leur jouer un mauvais tour s'ils ne s'asseyent pas pour pouvoir discuter. Véritablement. Gérard, est-ce que l'opposition, je veux dire la coalition, réussira-t-elle véritablement à se remettre dans le sens de la marche? Bon, moi je sais pas, j'aurais aimé que la question soit posée autrement. Est-ce que l'opposition va se remettre sur pied? Parce que moi je mets toujours une différence entre les leaders de l'opposition et l'opposition. L'opposition, c'est ces centaines, ces milliers de personnes qu'on voit dans la rue, tous ces mécontents-là, qui ont essayé de montrer leur mécontentement, si vous le permettez de me répéter comme ça. C'était une sorte d'insurrection qui a été matée, qui a été réduite. Et ça arrive, c'est pas seulement au Togo. On l'a vu plusieurs fois en Union soviétique, sur Staline, et beaucoup de gens. Des gens, un peuple qui s'insurge, on les mate proprement. Et quand vous les tapez, vous les tuez bien, ben le peuple se range. Les gens rentrent chez eux et attendent encore un autre moment pour peut-être éventuellement s'insurger encore. C'est ça qui s'est passé au Togo. L'armée a su rétablir l'ordre par la force de la baïonnette. Et les gens se sont calmés. Ça n'a rien à voir avec la stratégie de l'opposition et tout ce que nous disons là. Moi, je mets un distinguo net entre ces deux choses. Maintenant, est-ce que ce genre de choses, cette situation-là, permet au pays d'évoluer socialement, économiquement et à tous les points de vue? Quand le président Faure Gnassingbé, ça moi j'en suis convaincu, je reste convaincu, veut le développement pour ce pays, veut que ce pays à un moment donné soit classé parmi les pays émergents. Est-ce que ça peut rimer avec la terreur qui est là actuellement? Quand vous voyez des militaires passer, vous voyez comment les gens tremblent dans des villes, surtout à l'intérieur, c'est la psychose totale. Est-ce que ça là c'est compatible avec l'inventivité, la créativité et le développement d'un peuple, le développement social, le développement technologique et tout ce qui fait que les sociétés avancent, le progrès social comme on dit? Moi je crois que c'est parfaitement incompatible. À un moment donné, nous allons nous rendre compte que les voisins et les autres pays africains sont loin de nous parce que nous avons passé notre temps à vivre dans la terreur. Nous avons passé notre temps à mater seulement les révoltes populaires. Mais quand est-ce que nous allons vivre? Moi, c'est ça que je trouve un tout petit peu triste. Et la solution militaire, la solution sécuritaire ne peut être qu'une solution d'un court moment. Mais dire que nous avons maté, nous avons acheté des armes et des chars, nous avons infiltré les manifestants, nous avons des services de renseignement un peu partout dans les maisons pour pouvoir maintenir l'ordre, ça ce n'est pas une véritable paix. Alors aujourd'hui, ça va être quand même difficile pour que cette opposition, ces milliers de Togolais dont vous parlez, soit remis dans le centre de la marche, si tout est occupé. Oui, disons que c'est ça, mais il n'est pas exclu qu'à un moment donné, que ces gens-là aussi deviennent fous.
Ça, c'est arrivé déjà une fois sur Yadema. Moi, je n'étais pas au Togo, mais j'ai suivi un truc, une cassette de Yadema où il parlait de la guerre entre tel et tel, la guerre entre tel et tel. Les gens se sont affrontés. Parce que les peuples aussi, quand vous les manipulez trop, à un moment donné, ben, vous voyez... Ils se lâchent. Non, ils commettent des bêtises. Ils prennent l'ombre pour la proie. Ils se trompent d'ennemis. Quand vous les étouffez, ils se trompent d'ennemis et commencent à s'affronter parfois entre eux. Ça, on l'a vu plusieurs fois déjà, des signes précurrents, des choses comme ça au Togo, où les gens se sont affrontés. Je ne veux pas prononcer, des ethnies se sont affrontés. Ça sonne mal quoi, un peu dans les oreilles, parce que nous sommes entre Togolais. Mais est-ce qu'en continuant à manipuler les choses comme ça, à maintenir les gens par la force, est-ce que nous apprenons à vivre ensemble? Ou est-ce qu'à un moment donné, tout peut exploser? C'est possible aussi. Nous n'avons que 15 000 militaires. Est-ce qu'ils sauront maintenir l'ordre comme il le faut? Vous connaissez le nombre véritablement des disons forces... à peu près. Le Togo ne peut pas en avoir beaucoup plus. Hein. C'est sûr que c'est en deçà de 20 000 militaires quand même. Et vu la population et puis tout, on estime quoi. Donc moi je pense plutôt que il va falloir que nous avons des hommes politiques. Nous avons un président de la République. Nous avons des ministres. Nous avons des intellectuels. Est-ce que nous ne pouvons pas apprendre à vivre ensemble pour qu'il y ait une véritable paix dans ce pays? Vous voyez sur les réseaux sociaux le président ghanéen, par exemple, qui danse. Oui. Il danse parmi les gens, tranquillement. Vous voyez le président rwandais qui se promène avec sa femme dans la rue. Vous voyez l'ancien président Obasanjo qui danse et mange même devant l'écran les caméras. Vous voyez... Même Barack Obama, le président américain, qui sort, qui s'en va dans des clans. Vous pensez qu'on ne peut pas le faire ici chez nous? C'est impossible. Pourquoi est-ce que c'est impossible? Parce que l'atmosphère politique est crispée. Tout le monde a peur de tout le monde. Vous voyez quand le président Faure Gnassingbé, il passe à 150 à l'heure avec des armes pas possibles. Une escorte pas possible. C'est quelqu'un qu'il faut garder parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Quand est-ce que le Togo pourra vivre en paix où le chef de l'État pourra avoir un bain de foule? Pas avec des gens triés, hein, parce que ce que nous voyons là, c'est pas de véritables. Bon, non, écoutez, on est quand même des hommes de médias. Il y a bain de foule et bain de foule. Le Faure Gnassingbé ne peut pas aujourd'hui se promener tranquillement en ville. C'est pas possible. Il ne serait pas en sécurité. Moi, je ne lui conseillerais même pas ça, parce que le pays n'a pas une véritable paix. Le pays est divisé. Il y a des tensions. Comment est-ce qu'il faut sortir de la crise? C'est vrai que cette question, c'est pas à vous qu'on doit la poser, mais aujourd'hui on est dans l'impasse et ça tout le monde le voit. Depuis l'ouverture des discussions en février dernier, on pensait et on avait cru en ces acteurs-là qui nous ont parlé de 10 jours. Aujourd'hui on joue la prolongation. Est-ce que vous voyez une fin prochaine de cette crise, Abbas Issaka? La dernière fois vous l'avez écrit dans votre journal par rapport donc à l'annulation de la rencontre qui devait avoir lieu entre le président ghanéen Nana Akufo-Addo et une délégation de la coalition. Vous vous posez la question, ce que cela cache véritablement. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a le bout du tunnel qui s'approche là, enfin, qu'on est en train de voir là? Non, le bout du tunnel, on se la pose. On sait que tout le monde attend le prochain sommet de la CEDEAO qui devait décider du sort du Togo parce que 2 médiateurs ont été désignés. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo et puis le président guinéen Alpha Condé qui devait travailler sur la question et aller soumettre des conclusions pour que la décision soit prise au niveau de la CEDEAO. Et finalement, on serait obligé la CEDEAO va imposer peut-être cette décision à un pays souverain parce que les enfants d'un même pays n'arrivent pas à se faire confiance. Ils n'arrivent pas à se parler. Depuis qu'on a commencé le dialogue, les Togolais ne sont jamais assis comme ça, seuls, face à face, et se parler sans l'intermédiaire. Depuis le 19 août et 19 février, quand le dialogue est ouvert, tout le monde se refait. Les hommes politiques togolais ne s'asseyent pas, mais les Togolais, eux, s'asseyent entre eux. Les hommes, entre guillemets, c'est les hommes politiques togolais, ceux-là qui sont les protagonistes de la crise togolaise, qui sont là, ils ne sont jamais assis seuls. Tout le monde, à chaque fois, demande à rencontrer le facilitateur. Nous avons vu comment tout le monde se déplace vers Accra.
et les membres du gouvernement. Est-ce que c'est mauvais en soi quand vous et moi on ne s'entend pas et on s'entend sur rien? Ce n'est pas sûr que demain on s'entendra. On peut demander à ce que Gérard nous assiste. Oui, on ne s'entend pas, mais il faut faire tout pour s'entendre. Depuis des années, depuis que cette démocratie a commencé, même je peux dire même depuis les années 60, depuis les années de l'indépendance, c'est ce problème de confiance qui nous a conduit à là où nous sommes actuellement. On ne se fait pas confiance, surtout au niveau des politiques, on ne se fait pas confiance. Ce que tu dis, on dit, tel a dit ceci, il ne veut pas l'appliquer. Moi aussi, je m'abstiens, je n'ai pas confiance. Il y a cette crise de confiance qui nous a animés, qui a animé les politiques togolais jusqu'à ce jour. Ça fait que depuis un certain temps, les gens se méfient, chacun se méfie de l'autre au niveau de la politique. Et c'est ça qui complique la situation davantage. Il y a M. Kissi qui avait dit ça entre-temps que normalement, entre eux les protagonistes, devaient s'asseoir sans voir. Depuis que ça a été ouvert, personne d'entre eux, ils n'ont jamais cherché à s'asseoir ensemble comme ça. Et la dernière fois, c'est que c'est la C14 qui avait demandé à être reçu par le facilitateur ghanéen. Ils ont dit le contraire, ils ont dit que c'est plutôt le facilitateur qui a demandé à le rencontrer. Non, l'autre jour, est-ce que vous avez suivi l'émission de dimanche hier sur la D12? On avait posé la même question à Mme Adjamago qui a dit que c'est eux qui ont demandé à rencontrer le facilitateur parce qu'il y a le pouvoir aussi qui va rencontrer. Il n'y a rien de mal à ce que la coalition demande à rencontrer le facilitateur. Donc c'est eux qui ont demandé. D'accord. Et on leur a dit, on leur a téléphoné pour dire que ils vont voir l'agenda du facilitateur avant de répondre. C'est quand ils nous ont vu que l'agenda du facilitateur ne répondait pas qu'ils ont annulé. Donc ce n'est pas que c'est le facilitateur qui voulait les voir. C'est hier, au D12 que j'ai suivi ça, elle a répondu. Et je me dis que cette histoire, si notre Togo, au moins un jour, les protagonistes arrivent à s'asseoir seuls. Moi, je me réfère toujours à ce qui s'est passé en 2006, avant la signature de l'accord politique global, APG. Avant ça, les Togolais s'étaient assis. Ils discutaient entre eux jusqu'à arriver à un accord, l'accord politique de base. Et qui dirigeait le débat, c'est Maître Agbouebo, qui était le président de ce dialogue. Ils sont parvenus à un accord politique de base. Et cet accord-là devait être paraphé. Mais à la fin, on dit non, on ne peut pas le parapher entre nous parce qu'on n'a pas confiance. On est allé chercher un facilitateur et c'est Blaise Compaoré. On a dû transporter l'accord qu'on a signé, qu'ils ont trouvé ici entre eux, les hommes politiques. On a transporté cet accord à Ouaga. Et à Ouaga, on a supprimé beaucoup de choses là-bas et c'est devenu accord politique global. Et c'est à partir de là, après l'accord politique global, on est venu signer ici devant le facilitateur Compaoré et burkinabé. Pourquoi les Togolais eux-mêmes ne peuvent pas s'asseoir et trouver une solution à leurs problèmes? Vous avez donné la réponse, c'est la crise de confiance finalement qui empêche les uns les autres de s'entendre sur l'essentiel, du moins de s'asseoir autour d'une même table. Gérard, visiblement, ça reste compliqué pour les acteurs politiques de s'entendre sur l'essentiel. Oui, moi Les élections arrivent. La mandature actuelle, enfin pour le parlementaire, c'est en juin, le mois prochain. Oui, mais vous voyez qu'on ne s'en sort pas. Hein. Accord politique global de ceci, de cela, des accords que certains ne respectent pas et tout, on ne s'en sort pas. Moi, je crois que si les Togolais doivent s'entendre entre eux, il faut d'abord que le peuple s'entende sur l'essentiel. Ce qui fait que les hommes politiques ne s'entendent pas entre eux, c'est que nous ne nous entendons pas entre nous les Togolais. Et c'est ce qui arrange le plus ceux qui nous gouvernent. Comment ça? On dit diviser pour mieux régner. Quand vous voulez faire de la dictature, quand vous voulez rester quelque part, ad vitam aeternam, divisez le peuple que vous dirigez et tout va bien. Vous régnez sur eux. Moi, je pense que l'opposition est en train de faire une erreur cardinale, c'est de ne pas éduquer les populations. C'est de ne pas essayer de passer un message qui éduque les populations. Quel est ce message? Moi, je crois qu'à la base,
c'est pas bien, on ne le dit pas volontiers, mais il y a le tribalisme qui est toujours le problème au Togo. Le nord, le sud, cette ethnie et ceci. Si nous laissons le pouvoir, qu'est-ce qui va arriver? Si nous prenons le pouvoir, qu'est-ce que nous allons faire? Toutes ces questions-là, ce qui font que le peuple reste divisé. Si les Togolais, à l'unisson, d'une seule voix, disent « Nous voulons la liberté, nous voulons que les détournements s'arrêtent, nous voulons l'alternance, nous voulons un État moderne. » Mais comment est-ce qu'on l'exprime? On l'exprime comme on a failli l'exprimer la dernière fois, le 7 août, je ne sais pas quoi, 19, le 19, voilà, où tout le monde a failli parler d'une seule voix. Quelqu'un me racontait, c'est un enseignant, il dit qu'il était à Sotouboua, et on parlait, on se dit oui, ben c'est vrai, il faut que les choses changent, tout le monde était d'accord. À un moment donné, vous entendez des voix, des gens qui disent oui, mais si les choses changent, nous on va faire ceci parce que ceux-ci nous avaient fait ça. Ça a commencé comme ça, et c'est comme ça que l'échec est programmé. Les ardeurs ont été refroidis en même temps. C'est ça. Il y a eu le scepticisme. Ah bon, c'est ça? Ah si c'est ça que vous voulez faire, nous on se désolidarise. Et voilà, et voilà, et voilà. Parce que le peuple n'est pas uni. Pourquoi est-ce que l'opposition n'a pas un discours unificateur, n'a pas un discours qui éduque, au lieu de dire tout le temps « For must go, for must go, for must go ». Moi, Gérard, for must go, ce n'est pas un discours qui peut me mobiliser à quelque chose, sincèrement. Même si je pense qu'il doit avoir l'alternance. Ailleurs, ça mobilise les gens. Pas forcément. Pas forcément. Ça dit que c'est pas une raison pour sacrifier sa vie. Ce n'est pas une raison pour faire face aux baïonnettes, par exemple. Pour moi, For must go, ce n'est pas une raison pour faire face aux baïonnettes. Mais quand on me dit, si je descends dans la rue et tout, on va arrêter de voler l'argent dans ce pays, on va construire de grandes écoles, on va faire ceci, le pays va changer. Là, je suis prêt à descendre dans la rue. Les gens pensent que si le président Faure Gnassingbé quitte le pouvoir, on arrêtera de corrompre pour l'instant, on arrêtera de voler de l'argent. Mais beaucoup aussi sont conscients qu'il ne s'agit pas qu'un seul président quitte pour qu'un système change. Bien. Beaucoup ne sont pas bêtes. La preuve, on l'a vécu et Yadema est parti. Mais qu'est-ce qui a changé au Togo? Pas grand-chose. C'est la même chose. Tout le monde pensait que le jour où Yadema va tomber, c'est fini. Voilà, la vie nous a arraché Yadema. Mais est-ce que quelque chose a changé? Le système est resté le même, peut-être même pire à certains égards. C'est pour ça, moi, je dis, nous devons... La politique, c'est aussi des théories. Nous devons aussi... pas seulement le populisme. Alors d'accord. Alors, et cette question du confrère Togo Martin ce matin, est-ce que finalement l'autre pays, le Togo, ne serait-il pas malade de ses opposants? Moi, je dis que le Togo est malade de ses habitants. Parce que pendant longtemps, on nous a mis dans l'obscurantisme, on nous a fait danser seulement l'animation politique. Le Togolais n'a pas appris à réfléchir. Imaginez un élève qui fait la terminale, qui fait la philosophie, et on lui dit chaque week-end ou bien dans la semaine d'aller danser, faire des grimaces devant le chef de l'État. Celui-là, il sort un intellectuel, excusez-moi le terme, presque taré. On ne nous a pas donné, on n'a pas formé des gens capables de réfléchir, et c'est ça qui nous suit et nous poursuit jusqu'à présent. Et ça, c'est dommage. Il va falloir des gens capables de nous apprendre encore la dignité et aussi de nous apprendre à réfléchir comme il le faut. Manque de dignité au Togo? Le Togolais manque de dignité. Le Togolais manque carrément de dignité. Sinon, il n'irait pas sous les arbres là-bas pour passer toute une journée pour qu'on lui donne 5000 francs. C'est pas possible. Vous dites à certains dans d'autres pays, ils vont dire, mais pourquoi est-ce que je vais aller là-bas courir pour qu'à la fin de la journée, qu'on ouvre un carton où on nous distribue des billets de 2000, 3000, 5000? C'est pas possible. Il n'irait pas, quoi. Il n'irait pas. Moi, je n'y allais pas quand même. Abbas Issaka, vous partagez et beaucoup d'autres amis n'y allaient pas. Quand il dit par exemple que le Togo est malade de ses habitants en réalité? Le Togo n'est pas malade de ses habitants. Le Togo est malade de ses opposants. Parce que quand vous prenez ce que nous avons vécu depuis l'avènement de la démocratie, le vent de l'Est, nous avons vu comment... Mais les opposants, ils ne dirigent pas encore ce pays quand même. Hein? Non, ce n'est pas ça. Je voulais en venir. Je suis en train de faire un débat. Allez-y. Quand, avant même la conférence nationale, vous avez vu la mobilisation des populations, la société civile, pour réclamer le changement et autres, et ce qui a mené Yadema a signé un truc qu'on appelle Forum national de dialogue, mais à l'entrée à la conférence nationale, ça a changé en conférence nationale souveraine.
Mais le jour où les partis politiques ont pris cette lutte-là, cette lutte de la société civile en main, c'est depuis ce jour-là que les choses ont gâté. On a vu les querelles entre même cette classe de l'opposition où les gens se mettaient des bâtons dans les roues. Les gens se disaient ceci, cela, jusqu'à arriver où Yadema a trouvé une faille entre ces opposants, cette opposition en 1994 où l'opposition a gagné les élections au Lémé. Et comme il y avait une faille au sein de cette opposition, Yadema a trouvé le moyen de les diviser de plus en nommant celui-là, en semant la zizanie entre eux. Et ça a continué comme ça. Et vous avez vu sur Donc le Togo est malade de Yadema aussi. Quelqu'un qui sème la zizanie dans son peuple, c'est pas un bon président. Si c'est la zizanie, c'est que c'est la politique. Lui, c'est la politique. C'est où vous êtes venu en politique aussi. Semer la zizanie dans votre peuple, c'est pas bien du tout. C'est une maladie aussi. Vous ne savez pas faire la politique, ne venez pas en politique. Et c'est ça. Vous avez vu quand il a mis, le Togo Maté a mis des visages sur sa une là-bas. Quels sont ceux-là qu'il a mis? C'est Abouebo et puis il reste même Eden Kojo qui n'a pas placé là-bas. Donc, ce problème-là nous suit jusqu'à ce jour où, au niveau de l'opposition, malgré les frasques au niveau du pouvoir, l'opposition manque de stratégie pour mener les gens vers une alternance ou bien une gouvernance normale. Quand vous prenez les populations, si ce que la population veut, entre-temps, on avait fait une augmentation du prix du carburant. Vous avez vu comment les gens sont sortis spontanément et qu'il y a eu un mort au moins. Mais si, par après, il y avait le UFC, l'ANC qui avait voulu organiser une marche en ce sens, mais ça n'a pas marché. J'ai dit que si les gens disent effectivement qu'ils défendent les aspirations populaires de la population, qu'ils le fassent selon les populations et non selon leurs intérêts. Parce que quand vous les prenez, tous, ils ne suivent que leurs intérêts personnels. En plaçant le peuple devant, comme bouclier, pour dire tel. Depuis toujours, on nous a dit, mais on a commencé par chanter la même chanson, s'il n'y a pas de réforme, on n'ira pas aux élections. Pour ces élections de 2018 et de 2020, la dernière fois au meeting de la dernière, on a commencé la même chose. Tous les trois leaders, il y avait à Pévon, il y a à Djamagbo, il y a aussi Fabre qui avait dit ça. Ils iront aux élections? Non, sans réforme, on n'ira pas aux élections. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. 2015. Vous êtes certains qu'ils iront encore aux élections? On est au Togo, on se connaît. On va voir ce qui va se passer. D'accord. Parce que s'ils ne vont pas aux élections, on a vu comment on est en train de créer des regroupements de partis politiques centrés et Grette pour former. Et Adema avait fait ça. Entre-temps, ça a marché pour lui. Ça a marché. On n'avait pas voulu. Les gens ont refusé d'aller aux élections. Ils disent, bon, vous ne voulez pas aller. Il y a Dani Ife qui va aller. Il y a Jacques Amouzou qui va aller. Ils sont allés avec Yadema. On l'a estimé. Cette fois-ci, on dit, on ne va pas aux élections. Il y a Grette. Il y a les centristes. Si la C14 ne va pas, il y a une centaine de partis politiques au Togo. Plus d'une centaine. Mais les gens disent, s'il y a la C14 n'est pas le seul opposant au Togo. Gérard. Non, je n'ai pratiquement plus rien à dire. Bon, moi, je crois que ceux qui nous dirigent, s'ils veulent que ce pays-là marche, ça marchera. Si aujourd'hui le gouvernement, le président Faure Gnassingbé veut que le Togo se stabilise, qu'il y ait la véritable paix, qu'il y ait la concorde nationale, comme on dit, il y aura ça. Mais si on continue à cultiver la division, à manipuler les faiblesses et les forces des autres, moi je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, parce que à force de manipuler, à un moment donné, les choses peuvent vous échapper aussi. Et c'est dommage que nous ne préparions pas un avenir pour nos enfants, un pays où il fera bon vivre, malheureusement. On verra bien. Écoutez, Gérard, merci beaucoup d'être venu ce matin. Je rappelle que Gérard Ouessant, le patron du groupe de presse Sika et Viva, MAG. Abbas Sissaka, le patron de l'hebdomadaire Le Mania Libéré. Messieurs, merci beaucoup d'être venus ce matin. Merci à Jack Prosper qui a assuré la coordination technique juste après le journal
à 12h45. On se retrouve, nous autres, demain, d'abord à 7h et puis à 11h pour Taxi Média Show et Taxi Presse. Passez une excellente journée. Au revoir. Taxi FM. Le monde en une radio.